Bienvenue au Polysécure épisode PME. Je suis accompagné de Emeline. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Et toi-même? Très bien aussi. Aujourd'hui, nous allons parler du multifacteur d'authentification, souvent connu sur MFA ou 2FA, tout dépendant avec qui on parle, parce que celui-ci a été largement popularisé en quelque sorte pendant le confinement, puisqu'on a vraiment une adoption massive et rapide de beaucoup d'outils infonuagiques qui maintenant exigent à certains égards. Google l'exige, Microsoft l'exige. Donc, on est vraiment contraint ou on est vraiment dans cet univers-là. Cependant, ce n'est pas nécessairement une panacée, ce n'est pas nécessairement un outil qui nous protège contre tout, parce que les malveillants, avec le temps, ont découvert des stratégies qui peuvent leur permettre de pas contourner la mécanique, mais d'utiliser la mécanique pour quand même arriver à leur fin. Je vais te laisser amorcer avec ça. Mais oui, on voulait faire suite au podcast qu'on avait fait ensemble sur les émotions exploitées par les fraudeurs, par les cybercriminels. On avait parlé d'émotions, on avait insisté sur certaines d'entre elles et on a parlé lors de cet épisode-là aussi du double facteur d'authentification justement et de son importance. C'était un petit peu notre mot de la fin en disant c'est important, quoi qu'il arrive, quelles que soient les émotions qu'on t'exploite, si t'as ton double facteur sur ton compte, t'es déjà quand même très très bien parti dans la vie, entre autres. Mais par contre, sa protection peut aussi jouer contre nous si on l'utilise mal. Et on en parlait un petit peu de qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire durant ce podcast-là, et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses à dire finalement. Déjà, on peut penser en tout premier lieu à l'utilisateur, à l'internaute, qui donne volontairement le code qu'il reçoit par texto ou par application, on va faire la distinction tantôt avec les deux, mais qui donne volontairement son code au fraudeur parce que il est à tel point dans un stratagème de manipulation qu'il voit pas nécessairement ce qui se passe devant lui, devant elle, et va donner le code parce que ça semble cohérent et logique. J'ai un exemple concret de quelqu'un qui m'avait contacté sur Instagram il y a quelques mois maintenant. Et en fait, une personne communiquait avec elle sur Instagram en disant « Hey, je vois que tu as ton petit badge bleu sur Instagram, tu sais, le fameux badge pour identifier les comptes qui sont authentiques et les personnalités publiques, etc. Ah, je vois que tu as ton petit badge bleu sur Instagram. Si tu veux, je peux t'aider à l'avoir également sur Facebook. » La personne est comme « Ah, bah ouais, ok, pourquoi pas, c'est intéressant, je me suis jamais penchée là-dessus. Let's go. » Et là, la personne, le fraudeur, on va l'appeler le fraudeur tout de suite parce que vous savez où est-ce que je m'en vais avec cette histoire-là. Le fraudeur demande confirmation. Il dit « Ah, ton numéro de téléphone, il finit bien par ces 4 derniers chiffres. » La personne répond « Oui, absolument, oui, c'est bien ça. Ah, puis tu devrais avoir reçu un code par texto. Est-ce que tu peux me le donner ?» Puis elle a effectivement reçu un code par texto qu'elle a donné directement au fraudeur. Et à partir de là, elle s'est fait kicker out de son propre compte. Puis on sait à quel point c'est pénible aujourd'hui de récupérer des comptes Facebook. Donc je pense que même à l'heure actuelle, elle a toujours pas récupéré accès à ces choses. Mais ça faisait du sens pour elle, c'était cohérent. Puis là, c'était quoi l'émotion qu'on pourrait dire qui fait exploiter? C'est plus la notion de cupidité, de dire c'est trop beau pour être vrai. Qui va t'aider comme ça, gentiment, gratuitement? C'est rarement le cas. J'imagine que tu vas vouloir rebondir à ça, mais et je lance un autre sujet, sinon tu auras 2 choses sur lesquelles rebondir, mais tu sais, les pop-up qu'on a sur notre téléphone quand c'est un double facteur, puis que là il reste juste c'est pas un code qu'on doit rentrer sur la plateforme, c'est vraiment un pop-up où est-ce que tu as juste à cliquer oui, c'est moi, oui, c'est légitime. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est quoi ton expérience, positive ou non, avec ça? Il y a plusieurs éléments. C'est comme je mentionnais d'entrée de jeu, le confinement nous a exposé de façon massive à ces nouvelles stratégies-là pour justement protéger nos comptes pour augmenter. Il demeure que le deuxième facteur, le multifacteur, est la meilleure stratégie pour le moment pour augmenter ça. Fait qu'il faut pas, ce qu'on va dire, puis j'insiste, c'est vraiment pas parce qu'on veut pas que vous l'utilisiez, parce que si vous l'utilisez pas, vous êtes encore plus dans le pétrin. C'est déjà un premier niveau de protection qu'il faut augmenter. Cependant, faut pas tomber dans les pièges. Le premier que tu mentionnais, justement, c'est de refiler le code à un malveillant. Justement, quand on se le fait demander, puis ce genre de choses-là. Donc, généralement, ce code-là, c'est comme un mot de passe. C'est privé. Donc, il faut pas le partager à personne, il faut vraiment le garder pour ça et l'utiliser nous-mêmes dans les plateformes. Il existe des plateformes, je pense que tu vas en parler, mais il existe des plateformes qui vont intercepter quand on saisit ce code-là et justement qui vont réutiliser pour nous faire avoir. Fait que là, à ce moment-là, on est coincé. C'est un peu la faiblesse du code à 6 chiffres qu'on soit par texto, soit par les applications, là, Google Authenticator, Microsoft Authenticator, tous ces codes-là sont un peu plus faibles puisque de ce moment-là, on est
on le doit saisir, donc on est plus propice à se faire avoir. D'où le fait que le pop-up est beaucoup plus intéressant en termes de sécurité, puisqu'on n'a pas de code à saisir. Fait qu'on n'a pas de plateforme intermédiaire qui pourrait l'intercepter ou refiler ce code-là à un tiers parti qui pourrait l'utiliser contre nous. Donc, c'est déjà un peu meilleur. Cependant, si on l'a vu dans certains cas, puis là, c'est en train de devenir ce qui est en train de devenir une stratégie des malveillants. C'est comme ce pop-up-là est un peu harassant. Ils vont faire des tentatives de connexion de façon répétée et très, très, très rapprochée. Ce qui fait que notre téléphone devient quasiment inutilisable parce que on est constamment sollicité pour répondre à ce pop-up-là parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer sur notre compte jusqu'à temps qu'on se lasse de faire ça et qu'on accepte. Ou ils font des heures qui sont tout à fait achalantes, c'est-à-dire qu'ils font ça à 2 heures la nuit. Là, ils viennent nous déranger à notre sommeil. Fait que là, à ce moment-là, juste pour se débarrasser de cet élément-là, on va finir par répondre oui. Ça, là, une petite parenthèse, vous savez que vous pouvez configurer votre téléphone pour mettre en mode nuit, c'est-à-dire que les pop-up peuvent être désactivés pendant la nuit. Fait que ça, c'est déjà une belle stratégie pour se protéger contre ce genre d'attaque-là. Pas que l'attaquant va continuer quand même, mais les pop-up ne vont être visibles qu'au lever du matin quand le mode nuit va sortir. Fait que vous avez déjà des capacités de contrôler votre sommeil, ce qui est déjà une très bonne chose dans laquelle on essaie de tout avoir un minimum de sommeil. Donc, d'utiliser ce genre de stratégie vient nous protéger. Puis l'autre, je l'ai vu dans certains cas, surtout pour le pop-up, c'est qu'il faut expliquer à l'utilisateur pourquoi il reçoit son pop-up. Puis ça, c'est très important parce que ça, c'est une fois, on a fait un déploiement massif rapide dans les entreprises sans prendre le temps d'expliquer pourquoi le pop-up est important et à quel point dans le fond, en quel lien cela a avec l'authentification. Fait qu'il y a eu beaucoup de cas médiatisés où les gens disent ouais, mais on m'a juste dit de cliquer oui quand ça s'affiche. Fait qu'on vient juste mettre dans la tête des utilisateurs le fait qu'ils n'ont pas à se préoccuper pourquoi ils reçoivent le pop-up, par exemple, dans ce cas-ci. Donc, c'est important de leur amener cette idée-là. Pourquoi? À quoi ça sert? Ça sert à protéger contre comme une tentative d'attaque qui s'est faite sur leur compte. Et d'ailleurs, quand on reçoit de façon massive ces pop-up-là, c'est très important de soit contacter le fournisseur que vous avez dans Facebook, par exemple, parce que Facebook le permet les pop-up, Google permet les pop-up aussi. Donc, d'aller dans les contacter, changer votre mot de passe, parce que quand le pop-up apparaît, c'est-à-dire que votre mot de passe a été compromis. Parce que le pop-up apparaît pas avant le mot de passe, une fois après que le mot de passe a été saisi. Fait que ça signifie ce genre de choses-là. Si vous êtes dans l'entreprise, contactez votre service informatique, la sécurité informatique, peu importe, parce que ça veut dire que votre compte est compromis et il y a quelqu'un qui est en train de s'attaquer à ce compte-là. Donc, c'est important que vous avertissiez votre service informatique, justement, puis changez votre mot de passe aussi au passage. Puis d'ailleurs, c'est la meilleure chose. Ça veut dire, c'est comme votre mot de passe est vicié, changez-le. Ça devrait être un réflexe. Fait que des avertir, parce qu'à ce moment-là, en les avertissant, ils vont prendre les mesures en place, ils vont voir pourquoi votre mot de passe a fuité et pourquoi vous êtes pris dans cette position-là. Donc, vous êtes capable de vous guider. Puis au niveau des grandes entreprises, il existe des moyens supérieurs, mais on en parlera peut-être plus vers la fin pourquoi d'autres avenues qui sont peut-être un peu plus intéressantes que le deuxième facteur pour vous aider à vous protéger davantage. J'aime beaucoup le raccourci, pas le raccourci que tu as fait, mais plutôt le raccourci dont tu as parlé, c'est-à-dire de dire, les gens, on leur a dit, quand le pop-up arrive, tu cliques. Là, les gens, ils ont fait un raccourci à l'intérieur de dire, ok, il y a le pop-up, je clique. C'est un peu la même chose que je tente de déconstruire en ce moment avec le HTTPS et le petit cadenas. Petit cadenas égale sécurité. Non, pas nécessairement. Peut-être que c'est ton fraudeur qui est quand même derrière le site web et au final, tu lui envoies quand même de l'information. Donc, effectivement, le cerveau est fascinant et intéressant, mais il fait beaucoup de raccourcis aussi et ça joue contre nous. Et tu vois, c'est intéressant parce que tu disais que entre le code que je dois saisir versus le pop-up, tu disais qu'il était pas une option plus sécuritaire, c'est pas dans ce sens-là que tu le disais, mais c'était quand même ça laissait moins de marge d'erreur. Et tu me corriges si je me trompe, mais c'est la façon dont j'ai compris. Et moi, je trouve que c'est l'inverse. Moi, personnellement, j'aime mieux avoir un code à saisir avec mes petits doigts. Ça me laisse le temps dans ma tête d'avoir la réflexion et de se dire, est-ce que c'est légitime? Est-ce que quand on pitonne avec nos petits doigts sur nos téléphones, ça va vite cliquer sur un oui. Puis tu sais, on le prenait en exemple tantôt. Admettons, je suis sur mon téléphone en train de texter quelqu'un, puis là, j'ai le pop-up, puis mon doigt a pilé sur le oui, alors j'étais juste en train de vouloir cliquer sur la lettre P de mon clavier. Donc, bon, il y a en tout cas. Mais non, c'est intéressant, très intéressant jusqu'à maintenant. Je vais rebondir sur celle-là parce qu'elle est intéressante. Oui, parce qu'il y a eu une évolution au niveau des pop-up qui s'est faite parce que
je l'ai vécu avec le confinement, là, j'ai passé comme tout le monde avec Microsoft Authenticator et ainsi de suite. Au début, et effectivement, il y avait une probabilité d'erreur. Le pop-up arrivait, puis juste de façon distraite, tu pouvais dire oui. Cependant, ils ont changé l'application avec le temps. Maintenant, il faut qu'on fasse soit avec le Touch ID, soit avec le Face ID sur les iPhones, ou saisir son code de déverrouillage. Donc, on a une deuxième étape à poser, donc qui amène justement l'élément que tu mentionnes, qui est très important. Fait que Microsoft s'est rendu compte qu'effectivement, le piège que tu racontes là, et oui, puis je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans ce piège-là par accident. Fait que maintenant, on peut plus tomber par accident dans cet élément-là, puisque ça demande une authentification en plus. Donc, on doit saisir un code. On ne saisit pas le code sur un site web. On saisit le code sur notre téléphone, ce qui nous protège contre un attaquant qui viendrait intercepter ce code-là. C'est dans cette mesure-là, c'est l'interception du code qui, le pop-up est supérieur. Cependant, effectivement, là, de l'autre côté, on peut tromper l'utilisateur d'une autre façon. Fait que c'est deux stratégies. Mais celle du pop-up est somme toute plus robuste, même si elle n'est pas parfaite que celle du chose. Mais j'aime bien l'élément de oui, ça. C'est pour ça que je pense qu'ils ont demandé l'authentification justement pour mettre l'élément de réflexion que tu mentionnes, qui est très important. Ouais, puis tu as trouvé une autre porte intéressante concernant les fausses demandes de code et le fait que le code, c'est sur mon téléphone que j'allais le saisir et puis sur la plateforme. C'est vrai que ça vient enlever d'autres enjeux, puis je vais avoir un cas concret à nous mentionner aussi. Mais aussi le fait que ça ait beaucoup évolué parce que maintenant, sur ce genre de pop-up-là, on va avoir aussi la map. Et c'est visuel, une map. Tu sais d'où vient la connexion et tu sais que visuellement, tu n'es pas à cet endroit-là. Donc, ça vient vraiment aussi aider le côté visuel et les raccourcis du fameux cerveau. On parle d'applications mobiles, tu sais, même le pop-up, c'est via des applications. Le texto. Le texto, c'est pas nouveau. On le dit que le texto est vulnérable à ce qu'on appelle le SIM swap, donc l'échange de cartes SIM, où est-ce que concrètement le fraudeur appelle Vidéotron, appelle Bell, se fait passer pour moi et de façon très simplifiée arrive à obtenir sur sa carte SIM à lui mon numéro de téléphone. Donc là, c'est lui qui obtient mes codes d'authentification. Maintenant, la plupart des plateformes, en tout cas la plupart des banques à l'heure actuelle, n'offre que le double facteur par texto. J'ai pas le choix que de recevoir un texto avec un code. J'ai pas les autres options dont on a parlé jusqu'à maintenant. Donc, on est quand même mieux d'activer son double facteur par texto, même si c'est potentiellement vulnérable au SIM swap, que de rien avoir du tout. Ça, je pense que on est d'accord tous les deux. Et puis, tu sais, moi, j'ai moi-même longtemps pensé de dire, hey, SIM swap, là, c'est quand même ciblé. Il faut vraiment que la personne, elle veuille me cibler, me spotter moi, puis se faire passer pour moi et récupérer le numéro de téléphone. Mais pour vrai, j'entends beaucoup de témoignages autour de moi, des monsieur, madame, tout le monde, des gens qui sont même pas nécessairement en affaires, qui se font prendre avec ce stratagème-là. De ton côté, est-ce que tu as expérience ou retour d'expérience par rapport au texto? Pas de SIM swap particulièrement. Ça m'est jamais. Dans mon entourage, j'ai jamais vu ces histoires-là. J'imagine que. Parce qu'il y a des stratagèmes techniques qui sont pas si compliqués que ça à faire ça. Cependant, juste dans le cas de mon fournisseur, pour exécuter un SIM swap, j'ai de la double authentification, fait qu'ils vont me retexter des informations, fait qu'il y a il y a des mécaniques qui sont en place pour éviter que ça se fasse trop facilement qu'ils appellent le service à la clientèle et disent il se fait passer pour moi. J'ai un NIP supplémentaire qui va me protéger, il faut qu'ils connaissent mon adresse, il faut qu'ils connaissent mon téléphone. Il y a plusieurs niveaux de protection qui sont inclus qui empêchent ce genre de choses-là, en quelque sorte. Puis en plus, là, je me suis rendu compte parce que là, j'ai expérimenté ça, mais c'est valable au moment qu'on enregistre. Là, je suis en train de changer de téléphone, mais j'ai une SIM virtuelle sur mon téléphone actuel. Et le fournisseur ne permet pas le transfert de SIM virtuel comme ça. Donc, ça exige un effort supplémentaire. Fait que je suis encore moins propice à le SIM swap dans ce cas-ci parce que il n'est pas physique. Puis la difficulté administrative du transfert d'un appareil à l'autre est énorme. Fait que là, sans faire exprès, j'ai mis une barrière supplémentaire qui était, je pensais pas qu'elle était comme ça. Mais bref, les étapes pour transférer sur mon nouveau téléphone vont exiger à peu près une semaine de travail. Somme toute, puis de choses. Donc, ça met une barrière. J'ai pas fait exprès. J'ai découvert ça la semaine dernière. Mais c'est une stratégie. Mais fait que moi, j'ai un NIP, j'ai des choses comme ça. Fait qu'assurez-vous que votre fournisseur cellulaire offre des protections. Puis c'est là où c'est important. Il y en a qui n'en offrent pas du tout.
Il y en a qui en offrent un certain nombre, donc c'est important justement de vous prémunir parce que c'est la stratégie la plus simple là, parce que quand on passe du SIM swap, on pense que la personne va venir enlever la SIM de notre appareil, le mettre à côté, puis ce genre de choses-là. Ça, c'est la version longue, puis généralement, ils font pas ça. Ils vont juste appeler. Ah, j'ai une nouvelle SIM, j'ai perdu ma SIM, blablabla, voici mon numéro de ma SIM, est-ce qu'on peut transférer? Puis, généralement, si on est convaincant, en 5 minutes, la SIM est transférée sur un nouvel appareil. Puis là, on se retrouve dans le pépin. Mais quand j'essaie de faire ça, moi, je reçois des textos, parce que bref, il y a tout un stratagème qui est en place pour protéger ça. Assurez-vous que c'est là. C'est, tu sais, je prends des petites notes, tu me vois, les gens ne nous voient pas, mais toi, tu as la caméra, tu me vois prendre des notes, puis à chaque fois, je veux rebondir sur certaines choses parce que, oui, certains fournisseurs vont poser certaines questions, vont vouloir identifier le client, et heureusement, mais moi, ça m'amène à un autre enjeu, puis je pensais pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est toute la notion de réponse aux questions secrètes, justement. Des choses qui sont pas nécessairement très secrètes au final. Quand ton fournisseur, pour t'identifier, te demande quelle est votre adresse, quel est le nom de jeune fille de votre mère, on en a déjà parlé, mais c'est plus des choses très très secrètes. C'est des choses qu'on peut retrouver sur Internet. Fait que ça devient hyper facile d'identifier un individu. Versus, je fais la distinction entre identifier versus authentifier. Et là, c'est là que c'est différent et c'est là que c'est plus intéressant de venir authentifier parce que ça va être justement un fameux code qu'on reçoit par texto, un petit pop-up qu'on va recevoir pour vraiment avoir ce deuxième facteur qui n'est pas une information qu'on peut retrouver pas mal partout sur Internet. Donc, ouais, petite distinction par rapport à ça. Merci pour ton partage par rapport au SIM-swap. Puis effectivement, hein, les fraudeurs étant partisans du moindre effort, bah, tu t'es ajouté une couche de protection supplémentaire sans le vouloir et le savoir. Mais tant mieux, ça peut peut-être donner des idées et effectivement à d'autres. Donc moi je sais que je vais avoir des questions pour toi par rapport à ça. Donc SIM-swap, je voulais faire aussi un mini retour par rapport à, on parlait des pop-up, le pop-up que maintenant c'est un code que tu reçois qu'il faut mettre sur ton téléphone et non sur l'ordi. Il y a encore des plateformes qui ont encore les old school pop-up à juste répondre oui, genre Google, ça va être encore ça. J'imagine que ça va être amené à évoluer, mais c'est toujours ça un peu le problème avec le double facteur, c'est qu'on est dépendant de la plateforme sur laquelle on l'active. On est dépendant de quelle méthode est acceptée sur cette plateforme-là. Parce que, exemple, si je voudrais activer un pop-up sur Banque Nationale, admettons, ben je pourrais pas parce que eux offrent uniquement le texto. Donc à ce moment-là, on est un petit peu tributaire de la façon dont des méthodes qui sont utilisées par eux. Ouais, je vais rebondir un peu là-dessus. Puis oui, effectivement, c'est malheureux qu'on soit tributaire des fois, dans certains cas, de moyens anciens, mais en même temps, puis là, parce que le milieu bancaire est un exemple intéressant. Le fait qu'il avance pas vite est dû au fait que les utilisateurs sont généralement plus difficiles à faire avancer que dans d'autres domaines. Donc, sont contraints aussi par leurs choses. Puis dans le cas des banques, il faut regarder aussi le volume de la fraude, puis tout ce que ça comporte. Tu as travaillé dans le milieu bancaire. Fait il faut regarder ça sous cet angle-là. Fait que c'est pour ça que c'est malheureux, mais en même temps, ils sont contraints. Dans le cas de Google, ils ont des moyens plus sophistiqués que le deux facteurs que tu mentionnes, qui sont beaucoup plus résistants aux attaques en question. Ils ont développé. Il faut installer une autre application. Puis c'est là où je trouve ça un peu malheureux parce qu'ils ne transmettent pas ces informations-là au grand public facilement, ou ils n'éduquent pas le grand public en général pour les amener vers des solutions beaucoup plus robustes. Parce qu'il y en a une des méthodes qui utilisent avec cette application-là, c'est qu'il va se détecter si, là, ça devient du deux facteurs, ce qu'on va retrouver ce que Apple a parlé en juin. Ce qu'on a mis le passkey. Le passkey va devenir l'espèce le volet passwordless, c'est-à-dire pas de mot de passe, ce qui fait qu'on va avoir des objets comme notre cellulaire qui va remplacer ces éléments-là. Google l'a mis en place, puis on installait une application sur notre téléphone. Le pairage avec l'ordinateur fait qu'on n'a plus de mot de passe à saisir, on n'a plus de deuxième facteur, on n'a plus rien. Fait que l'authentification est basée sur ça. On en a parce qu'il faut ouvrir le téléphone, faut s'authentifier dans l'application sur le téléphone. Ce qui fait que là, on est dans un contexte beaucoup plus sophistiqué. Mais comme tu ne connaissais pas cette stratégie-là, clairement, l'espace de communication chez Google n'est pas favorable. Et peut-être parce que la technologie n'est pas encore assez mature ou assez facile d'utilisation à grande échelle qu'ils n'en ont pas plus parlé que ça. Mais c'est l'équivalent des clés FIDO, YubiKey et ainsi de suite qui sont dans lesquelles on est en train de transférer. Mais clairement, problème de communication de chez Google dans ce cas-ci.
Est-ce que tu fais référence à Google Authenticator quand tu parles d'application ou d'autres choses? Non, c'est ça, c'est d'autres choses. Donc non, effectivement, je n'étais pas au C'est courant. une autre application. Là, je vais faire ça live. Je vais l'ouvrir. Elle s'appelle Smart Lock chez Google. Puis cette application-là elle va se lier avec en Bluetooth sur mon ordinateur, s'envoyer des choses à des fréquences qu'on n'entend pas, des choses comme ça. Fait il y a comme un élément d'authentification qui s'exécute avec l'ordinateur qui fait que les navigateurs qui supportent Chrome, je pense Safari, Edge le supporte, je ne sais pas si Firefox le supporte également. Fait que ces navigateurs-là sont capables d'effectuer une authentification que mon téléphone est présent à distance très proche de l'ordinateur. Donc, à ce moment-là, ils sont capables d'effectuer ce traitement-là qui devient résistant jusqu'à preuve du contraire à un attaquant. Jusqu'à temps qu'un attaquant trouve une stratégie, mais pour le moment, c'est une stratégie qui est beaucoup plus résistante que le deuxième facteur. Mais là, on dévie complètement sur d'autres choses. On va te laisser revenir sur le sujet principal. Mais je trouve ça fascinant quand même de voir comment ça évolue, le double facteur, parce qu'on s'entend que c'est pour tout le monde, c'est douloureux, le double facteur. Tu sais, c'est une étape de plus qu'on s'ajoute. Fait que de voir comment c'est simplifié avec le temps, c'est vraiment, vraiment intéressant. Pour nous remettre un peu plus dans le bain et dans le contexte, je vais vous parler d'une fausse demande de code. Je vous avais promis que vous allez parler d'un cas réel. Et je vais prendre un exemple qui date un petit peu, mais un cas réel, un exemple réel iranien qui date de 2015. Les services secrets iraniens ont ciblé à ce moment-là, en 2015, l'adresse courriel d'un responsable de l'EFF. L'EFF qui est un organisme de protection des libertés sur Internet. Et il y a eu une belle attaque short and sweet. C'est pour ça que je vais vous en parler. Puis, vous n'avez pas de visuel pour le voir, mais imaginez un petit peu les quelques étapes dans votre tête. Donc, les services secrets iraniens se sont fait passer pour Google. Ils ont créé une fausse page Google à l'effigie des couleurs de Google et ils ont envoyé un texto à la cible disant qu'il a eu une tentative de connexion non autorisée au compte. Le texto, il contenait quoi? Un lien, bien entendu, un lien qui invitait l'utilisateur à réinitialiser sans plus tarder son mot de passe. Première erreur, lien dans un texto, première erreur, mais still. Donc, la personne clique, en cliquant sur le lien, la cible a été redirigée vers une page web qui est en fait une fausse page web Gmail, construite de toutes pièces par nos pirates. Mais pour la victime, c'était une page très très normale, ça faisait beaucoup de sens. Sur cette page, on demande l'identifiant, on demande le mot de passe. Jusque-là, tout est normal aussi, rien d'inhabituel et d'étrange. Donc, la cible inscrit ces informations. Ces informations sont envoyées aux attaquants, donc sont envoyées directement aux fraudeurs. Ils ont, de leur côté, ils ont pu aller sur la vraie page de Gmail, entrer les vraies bonnes informations de connexion. Et là, oh non, le double facteur était activé. Évidemment, le vrai Gmail reçoit la requête, mais constate que c'est un appareil inconnu. Le double facteur d'authentification va donc entrer en jeu et le vrai Gmail va envoyer un vrai texto à la vraie cible avec un vrai code d'identification. La cible reçoit bel et bien le code, l'entre dans le faux site Google, parce que dans le faux site sur lequel elle était, il y avait vraiment un boîtier pour mettre son fameux code. Elle l'a mis. Ce qui permet ainsi aux attaquants de récupérer le code, de l'insérer sur le vrai site et d'accéder sans trop de difficulté à la boîte courriel de la cible. Donc c'est un exemple intéressant, c'est un exemple de texto, mais c'est aussi vrai avec une application génératrice de code. Rendu là, je reçois un code sur mon application, c'est pas un texto, mais c'est une application, c'est la même chose. J'ai donné volontairement, sans le savoir, sans connaître réellement la personne derrière, mais à ce moment-là, le 2FA n'a plus aucun intérêt quand on donne le code au fraudeur. Donc, c'était mon petit exemple par rapport à ça. Pouvez-tu ajouter quelque chose avant que j'en parle dans... C'est un peu ce que je mentionnais tantôt, le fait le code est le pop-up est résistant à ce type d'attaque-là. Mais encore là, comme tu mentionnes, c'est pas résistant contre les attaques, mais celle-là contre celle-là, effectivement, là, elle offre une bonne résistance parce qu'on n'est pas capable d'intercepter la communication entre les deux, donc de se faire passer pour l'autre, mais il y a d'autres stratégies. Puis ça, j'ouvre une autre porte parce qu'on a été justement dans les codes qu'on recevait. On entend de ce que tu nous dis que certaines technologies arrivent dans le futur et vont pallier à ça. Mais aujourd'hui, on a 2 applications mobiles. Moi d'ailleurs, c'est la recommandation que je donne. Si tu as le choix entre le texto et une application génératrice de code sur mobile, c'est ce que je vais préférer. On a les plus connus, Google Authenticator, Microsoft Authenticator. Puis j'ai déjà ma petite idée quand je te pose la question. Mais est-ce que tu as une préférence pour l'une, l'autre? Est-ce qu'il y en a l'une ou l'autre plus sécuritaire que l'autre, admettons, ou qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai déjà une petite idée puis des éléments de réponse.
Ben, il y a plusieurs éléments. Un sont spécifiques à leur plateforme spécifique. Pour l'usage des 6 chiffres qui sont inclus, le PIN qu'on obtient, les deux sont relativement équivalents à quelques nuances. L'un va demander l'authentification supplémentaire sur le téléphone, ce qui est Microsoft Authenticator, ce que Google ne demande pas. Fait que quiconque a accès au téléphone déverrouillé peut avoir accès à ça. Fait que dans le cas de Microsoft, un deuxième élément qui se rajoute, plus le fait qu'il y a que le pop-up. Cependant, je n'utilise pas nécessairement ces applications-là parce que les voûtes de mots de passe modernes, comme OnePassword, c'est ce que j'utilise. Je vais plugger si j'utilise, mais LastPass aussi le fait, les autres le font aussi. Le C qui est inclus, le Keychain qui est inclus aux appareils Mac aussi le fait. On est capable d'intégrer maintenant dans ces voûtes-là le jeton à 6 chiffres. On est capable de le mettre ailleurs aussi que dans ces applications-là. Et dans le fond, on a là un avantage certain parce qu'on est capable d'utiliser multiplateforme à ce moment-là et non juste sur notre téléphone parce qu'on parle de notre téléphone, ce qui est un peu embêtant, surtout avec Google Authenticator, mais ça l'était jusqu'à tout récemment. Là, on devait tout refaire parce qu'il n'était pas capable de transférer d'un appareil à l'autre. Depuis 1 ou 2 ans, je pense qu'on maintenant on est rendu la capacité de transférer d'un appareil à l'autre, mais c'est pas des processus qui sont conviviaux. Donc, c'est sûr qu'on va tomber dans le piège. Du côté de Microsoft, ça permet plus facilement de transférer d'un appareil à l'autre. Pour le volet à 6 chiffres, cependant, quand vous êtes dans un contexte de Office 365, non, ça le fait pas, ça le transfère pas. Il faut tout réactiver dans la plateforme. Fait qu'il y a beaucoup de choses, puis parce que je suis en plein encore dans le processus de changement de téléphone. C'est très douloureux, ces éléments-là. Fait que prenez les choses qui sont les moins douloureuses pour vous et qui offrent une bonne sécurité aussi, là, parce que puis quand on transfère puis on oublie, c'est beaucoup de pépins. Là. Surtout, moi, j'en prends une vingtaine de pins comme ça qui sont insérés dans différentes applications, puis on finit par perdre la trace, puis ainsi de suite. Là. Ouais, c'était ce que j'avais en tête, effectivement, à la fois pour j'ai accès à l'application, mais puis la distinction entre ces deux applications-là, c'est qu'il y en a une, comme tu disais, Google, que tu peux accéder directement à l'application sans identification supplémentaire, sans Face ID, sans Touch ID, etc. Et l'autre enjeu, c'est au niveau des sauvegardes, effectivement. De dire, je change de téléphone, j'ai plus accès à mon application, pour quelle que soit la raison. Je me fais voler mon téléphone aussi, c'est des choses qui arrivent, n'est-ce pas? C'est vraiment, vraiment très, très embêtant. Et là, il y a une notion que c'est pas la thématique, mais je le dis à tout le monde, les codes de secours. Quand tu actives ton double facteur d'authentification sur quelle que soit la plateforme, il génère une dizaine de codes de secours. Ça, c'est hyper important parce que si tu perds l'accès à ton application, si tu es à l'étranger puis tu reçois pas tes textos, ça peut te sauver les fesses parce que tu peux accéder à ça vient bypasser finalement ce code-là. Donc, à conserver de façon sécuritaire, à ne pas s'envoyer par courriel et archiver parce que c'est une mauvaise idée si on se fait pirater sa boîte courriel. Le fraudeur aura accès à tous ces beaux petits codes-là. Donc, c'est un petit peu l'idée. Mais on aurait pu parler également, puis je pense qu'on va se diriger aussi gentiment vers la fin aussi, mais tu sais, on aurait pu parler des clés, justement. Tu as parlé des clés YubiKey. Mais ça aussi, c'est une belle science, une belle technologie. Mais encore là, je peux pas l'activer partout, cette méthode d'authentification-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, elle est très robuste contre les attaques. C'est une des meilleures technologies qu'il y a jusqu'à présent. Cependant, comme tu dis, c'est pas convivial encore, c'est mal intégré. Apple a présenté en juin au EDDC ce qu'appelle les autres le passkey, qui est une implantation d'une forme de token comme ça, mais le logiciel qui est dans le téléphone, qui va justement rendre supposément convivial ce genre de choses-là, ce qui va nous permettre d'avoir un élément supplémentaire qui va faciliter un peu, comme ils ont mis le Touch ID, comme ils ont mis le Face ID pour remplacer le PIN qu'on a sur nos téléphones. Pas remplacer, mais pour faciliter la vie, ce qui fait qu'on pousse les utilisateurs vers des moyens plus sécuritaires en leur donnant des moyens qui sont le moins irritants possible dans le flow de ce qu'on doit faire. Mais évidemment que la sécurité nous implique des étapes supplémentaires de toute façon. Oui, c'est mieux, mais c'est pas facile d'utilisation. J'ai essayé à plusieurs reprises, j'en ai quelques-unes. C'est pour des sites qui valent la peine, oui, je vais faire l'effort de le faire, parce que c'est pas tout à fait encore super bien intégré. J'ai eu quelques ratés importantes face à ce genre de choses-là. Fait que moi, sortir d'une ratée, c'est pas si pire. Si je regarde mes parents sortir d'une ratée, c'est perdre l'accès pendant peut-être une semaine à leur service, ce qui peut être un peu plus irritant comme usage. Fait que c'est pour ça que peut-être ce que Apple fait, puis j'espère que les autres vont suivre aussi, là, ou probablement Google avec les téléphones Android.
vont réussir à faire ce genre de choses-là pour amener tranquillement les gens vers des stratégies, mais qui sont en même temps beaucoup plus faciles, beaucoup plus intégrées. Mais en même temps, le téléphone devient de plus en plus important. Si on parle de téléphone ou dans le pétrin, on est comme on tourne un peu en rond aussi sur ce genre de choses-là. Là. Fait que Ouais, ça va être intéressant. Et je disais tout à l'heure, ça va être intéressant de voir quelles sont les nouvelles technologies, puis à quel point ça va être plus adapté. Mais oui, effectivement, à quel point ça va pouvoir nous rendre dépendants à d'autres choses aussi. Et c'est toujours sécurité versus fonctionnalité. On en a déjà parlé de ce débat, pas débat perpétuel, mais cette guerre perpétuelle entre ces deux concepts. Et on va toujours, je pense, surfer avec ça. Donc, pour s'enligner tranquillement, vous l'avez vu, on a exposé certains cas où est-ce que le double facteur peut être vulnérable, le double facteur peut être contourné. Généralement, on a un humain derrière l'écran qui facilite ce contournement-là, malheureusement. Donc, ne communiquez pas le code. Si c'est encore un code qu'on reçoit par texto via une application, peu importe, ne communiquez pas le code si vous n'avez pas initié la demande de connexion. Et dans notre point de vue, si c'est un pop-up, prenez le temps de vérifier. Ne faites pas aveuglément confiance à ce pop-up-là. Vérifiez si ça fait du sens. Je vous souhaite de souffrir d'une saine paranoïa comme moi, un petit peu moins intense que moi par exemple, mais pareil, c'est important de pouvoir avoir ce pas de recul là, d'avoir ce petit feeling qui te dit c'est bizarre. Puis probablement que si on a ce feeling là, c'est que ça l'est. Donc c'était un petit peu les messages qu'on pouvait passer. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui. Est-ce que je te laisse un petit mot de la fin? Non, mais c'est comme ça. C'est toujours d'être vigilant parce que ils vont utiliser un peu. C'est pour ça on le fait à la suite de l'épisode sur les émotions, parce qu'ils vont utiliser nos émotions, ils vont utiliser des stratégies, des stratagèmes pour nous contourner notre vigilance. Donc, c'est d'être très prudent face à ce genre de choses-là. Puis comme on en parlait un peu en off aussi, parce que moi, c'est ça, tu l'as vécu, je le vis aussi. On est sollicité par des SMS, par des spams qui sont de plus en plus ciblés et qui correspondent de plus en plus à ce qui se passe dans nos vies. Donc, cet alignement-là entre les deux nous rend encore plus propice à tomber par automatisme, à tomber dans le piège. Fait qu'il faut être encore d'autant plus vigilant maintenant que nous devions l'être malheureusement il y a 1 an. Fait que faut éveiller cette conscience-là que les malveillants vont continuer à trouver des stratagèmes pour réussir à tromper notre vigilance. Et donc, c'est une course qu'on doit participer justement pour se prémunir contre ça, une saine paranoïa, comme tu mentionnes. Merci, c'est toujours un plaisir de partager le micro avec toi. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir.